oblige, c'est notre lumière. Dans l'obscurité, on fait briller la terre. L'art est notre voix, la scène notre roi. On avance ensemble et tout est pour toi. Couloir oblige, on danse sans fin. Sous les étoiles, on éclaire le matin. Le son, la vibe, on les vit intensément. Avec l'amour et la vérité, on se fait présent. L'évangile d'abord, chaque note est un prise. Les valeurs d'un artiste, c'est plus qu'un charisme. On unit nos forces, on crée un univers. Dans cette musique, il y a un mystère. Bonjour très chers téléspectateurs, soyez les bienvenus chez Congo Web TV dans notre émission Couloir obligé. Aujourd'hui, nous avons un invité très spécial, pas comme les autres. Il s'agit de monsieur David Kissadila. Qui est monsieur David Kissadila? La science en personne, l'intelligence réfléchie, député actuellement au sein de l'Assemblée nationale angolaise. Mesdames et messieurs, bonjour monsieur David. Bonjour monsieur les journalistes, bonjour tous qui accompagnent cette émission. Pour dire que je remercie l'invitation que vous m'avez formulée pour faire part de ces moments pour l'interview et je suis vraiment heureux d'être avec vous. Merci, monsieur David. Nous aussi, nous sommes heureux d'être reçus ici dans cet espace prestigieux qui fait partie de votre encadrement. Nous aimerons, monsieur Padi, que vous nous parlez un peu de vous. Qui est monsieur David Kissadila? Bon, moi, David Kissadila, je suis né au village Sekula, dans la commune de Béou, la municipalité de Makela du Zombo, dans la province de Ouija-Angola, comme bien sûr. Né dans une circonstance vraiment difficile parce que, comme vous le savez, en 1961, lorsque j'ai né, c'était tout justement au cours des commencements de la lutte de libération nationale de notre pays. Donc, il y avait l'éclaircissement de la guerre, qu'on puisse libérer le pays avec les colons portugais. Alors, c'était justement le moment que moi je suis né. Alors, de ce moment-là, on était obligé de parcourir des milliers de kilomètres pour qu'on puisse trouver les refuges. Alors, c'est-à-dire que 2 semaines après, donc, nouveau-né, bon, la famille était obligée, comme les autres, de prendre fuite d'autre côté de la frontière. Donc, je dis la République démocratique du Congo, comme vous le savez, que nous qui nous sommes au niveau des villages là, frontiérisses, donc l'Angola RDC, donc lors de la guerre, de la lutte de libération, nos parents ont quitté pour faire leur exil aux côtés du Congo et faire la révolution pour la libération du pays. Donc ça, c'est la circonstance de mon naissance. Donc, nous comprenons, vous avez cité la RDC, que nous comprenons que l'autre fois a servi de refuge pour la guerre qui s'y vivait en Angola. Oui, effectivement, en 1961, on a commencé la lutte de libération pour l'indépendance. Donc, c'est-à-dire que nous sommes partis d'autre côté pour que le papa puisse lutter avec le colonialisme portugais. En 1974, nous sommes rentrés à Coupe, donc suite à la décolonisation de l'Angola. Et depuis 1974, nous sommes ici, 1975, notre indépendance. Je suis ici, donc, actuellement. Juste question de curiosité, son excellence, comment était la réception, comment vous étiez accueillis là-bas en RDC? Bon, en principe, nous fûmes réfugiés, vous voyez, des réfugiés angolais, qu'on disait Bazombo. Donc, nous on faisait pas des classes de réfugiés angolais, donc avec l'arrivée le premier âge du monde, c'est ma naissance, on était là. Après, j'ai fait mes études primaires à Kinshasa, tout justement, je me souviens, c'était à l'école primaire officielle de Mongafula, donc à l'époque là, 1966, donc c'est-à-dire, on appelait zone annexe, donc c'était zone annexe de Kinshasa, je ne sais pas comment s'expliquer, donc il y avait un cas de gendarmerie là, donc sous les arbres, on a commencé les études. En 1972, j'ai terminé mes études primaires pour faire l'école secondaire au Postima. Donc, Postima, c'était l'école pour les réfugiés angolais. Donc, ça appartenait au GRAI, gouvernement révolutionnaire d'exil, l'Angola d'exil. Donc, là, j'ai fait la première et la deuxième année secondaire. Après, j'ai rentré en Angola lors de notre indépendance. Nous sommes là. On s'est formé ici. Donc, j'ai fait mes universités au niveau du pays. Et avec, suivant, ensuite, de l'autre réalité, j'ai fait aussi
votre formation au Portugal, donc dernière formation déjà. Monsieur David, comment était votre réintégration au sein de l'Angola après avoir fui avec la famille au niveau de la RDC? Bon, c'est le suivant. Notre réintégration, bon, lorsqu'on dit la réintégration, il faut faire l'effort d'adaptation des réalités culturelles que vous allez trouver au sein de la population, le milieu que vous allez vivre. Effectivement, nous, lorsqu'on a quitté venant du village pour d'autres côtés du Congo, on s'est adapté à la réalité congolaise. Mais même ça, il y avait des différences culturelles, vous voyez. C'est pour cela qu'on disait les Bazombo, vous voyez, il y avait ces différences-là. Parce qu'à l'époque, là où nous sommes arrivés à Kinshasa, la famille parlait Kikongo. Alors, à ce moment-là, ils étaient obligés de parler lingala parce que la réalité de Kinshasa amenait à la langue lingala. Et son Excellence, avec cet esprit, dites-moi, quelle est l'étude ou l'analyse comparative que vous faites entre les Bazombo qu'on vous appelait autrefois et ce qu'on appelle le Langa qui vient aujourd'hui? Comment vous comparez? Non, c'est très différent parce que le problème est que nous, lorsqu'on était là, on était des réfugiés sans condition. Donc, on est parti dans une condition de guerre. Alors, voire même on disait, Bazombo, Bayakana Fongola, c'était la formule qu'on utilisait. Donc, c'est-à-dire qu'on était un peu réduits là comme des réfugiés. Bon, vous savez. Alors, on s'est adapté. Bon, on se vivait. Bon, il y a toujours ce problème-là. Donc, lui, il n'est pas d'ici, il est étranger, mais n'était pas vraiment. Après, on a adapté, hein, c'est la réalité. Donc, dans toutes les classes qu'on va, il y a toujours deux cultures différentes. Donc, ça fait du choc, un choc culturel. Donc, vous êtes obligé d'adapter la culture pour que la culture vous reçoit. Bon. Vous allez comprendre que j'ai encore des erreurs en français. Non, jusque-là, ça va. Jusque-là, ça va. J'ai fait l'effort. Jusque-là, ça va. J'ai fait l'effort. Alors, c'était tout justement ça. Mais on a vécu avec des Congolais. On a fait les mêmes écoles. On a joué ensemble. Et voire même, j'ai quelques amis que je me souviens jusqu'à présent. Par exemple, Nitou 15 qui est à Paris. Fous Léonard, donc ils sont des amis congolais qui nous avons participé ensemble à l'école primaire, par exemple, vous voyez. Alors, la réintégration là, donc, c'est-à-dire la culture plus forte absorbe la culture faible. Donc, comme on dit, si vous arrivez dans une place où les autres sont assis, vous serez obligé d'assis pour que vous puissiez adapter à la réalité. Et nous avons écouté le message et les conseils de son Excellence, qui est l'expérience en vie, et qui parlait de comment les gens peuvent suivre le système ou la religion, ou je peux dire même les coutumes que vous retrouvez dans un pays. Donc, c'est le message que nous passons à tous nos frères qui sont ici en Angola, de faire le possible, de suivre comment marchent ou fonctionnent les lois angolaises. Son Excellence, nous avons parlé de l'unité que vous avez parlé, comment vous étiez là-bas à Kinshasa. Aujourd'hui, nous accompagnons des réalités qui se vivent en Afrique du Sud. Vous comprenez, les mêmes Africains sont en train de se battre entre eux. L'Afrique du Sud est en train de refouler en masse certains Africains qui vivent dans ces pays. Comment analyser cela? Bon, en principe, de toute forme, c'est condamnable, hein, parce qu'on ne peut pas accepter que l'autre puisse maltraiter un autre sujet, notre individu, notre personne, parce que nous sommes des humains quand même. Et puis, la déclaration universelle des droits de l'homme donne la possibilité de toute personne est libre d'être reçu en une porte place, voire même des réfugiés. Donc, doivent être reçus parce que la vie se sublime. Donc, c'est-à-dire la vie doit être protégée dans toutes les circonstances. On ne peut pas poursuivre quelqu'un parce qu'il n'est pas ici, il est d'autre côté. Donc, c'est-à-dire le problème est que c'est ça que je suis en train de dire. Donc, le plus important, il faut qu'on fasse l'adaptation de la réalité de chaque peuple. Chaque peuple a sa réalité. On ne peut pas imposer ce qui n'est pas habituel de ce peuple-là pour amener ça pour imposer. Donc, il y aura ce choc-là. Le choc culturel, ça peut amener dans des problèmes de contradiction et de luttes là qu'on fait. Donc, comme disait Senghor, on est dans un monde aujourd'hui global, mais la globalisation, c'est les rendez-vous des données et recevoir. Donc, c'est-à-dire que on participe là où est possible.
on peut donner une contribution positive. Vous voyez? Alors, le problème des cultures là, donc, c'est-à-dire que la culture, c'est la manière d'agir, de vivre, de manière de se préparer, de se montrer, donc d'être, c'est ça la culture. Alors, si vous voulez s'adapter avec quelqu'un, il faut se faire que sa culture puisse, donc c'est-à-dire vous ne se faire pas étranger de cette culture-là. Il faut que c'est socialisé, c'est ça le terme. Son Excellence, vous ne pensez pas que les dirigeants africains ne mettent pas suffisamment la main pour parler au sujet d'éviter les xénophobies? Parce qu'on est tous africains, nous sommes un seul peuple, nous venons d'un seul continent. Est-ce que ce genre de comportement est normal qui se vit au sein de l'Afrique? Non, ce n'est pas normal parce que moi je pense que nous sommes la communauté africaine et c'est pour cela qu'on a l'Union africaine actuellement. Donc c'est-à-dire que nous devons nous unir pour qu'on puisse éliminer quelques comportements, quelques manières d'être, pour qu'on puisse bâtir l'Afrique unie pour tous les Africains. Voire même qu'il y avait des pères panafricanistes, comme on peut voir, comme Nkrumah, Senghor, Nyerere et les autres là, on pensait, voire même Kadhafi, qu'on pouvait avoir l'Afrique unie. Donc l'Afrique unie, il y a des signes qui faisaient nous l'unité africaine, par exemple la Ligue de libération nationale de l'Angola, du monde, de l'Afrique. Donc on était quoi? Les pays qui soient indépendants doivent aider les autres qu'on puisse libérer avec l'autre. Donc cette unité-là, ça se faisait. Mais après ça, aujourd'hui, il y a plusieurs intérêts qui se montrent. Alors, ça fait que, à la fois, ça dispute cette convivence-là. Mais moi, je pense que le problème, ce n'est pas des États comme tels. Parce que je ne suis pas sûr qu'il y a des constitutions des pays-là qui donnent qu'il faut poursuivre les autres. Mais ce sont des questions de conscience et à la fois des questions religieuses qui fait qu'à la fois les autres puissent voir que il faut qu'on puisse réduire les autres, il faut qu'on puisse courir les autres pour occuper l'espace. Donc c'est le problème de la conscience. Moi je pense que ce n'est pas seulement la responsabilité des gouvernements. Bien effectif que le pouvoir politique au niveau de l'Afrique doit appeler à vivre dans l'unité. Nous avons appris à vivre dans l'amour. Nos vœux, nos salutations, nos forces s'approchent à tout le peuple qui souffre en ce moment en Afrique du Sud. Nous savons tous que être africain veut dire unité. Être africain, c'est le symbole de l'amour. Nous condamnons avec toute force et toute énergie, comme a dit son Excellence le député David, que ce qui se passe, c'est anormal. Son Excellence, ce qui se passe, c'est anormal. Nous rentrons un peu sur votre histoire. Comme j'ai dit au prélude, vous êtes le dictionnaire en vie. Vous avez dit que vous êtes né juste au temps où la colonisation prenait fin. Un petit rappel parce que vous êtes un dictionnaire que nous devons explorer. Quand est-ce qu'a commencé? Quel est le procès qui a déclenché l'accord d'Yava? L'accord de l'Alvor. Oui. L'accord de l'Alvor, c'était tout justement la nécessité de la décolonisation portugaise en Afrique, parce que, comme vous le savez, en 1975, donc, le calendrier politique du monde, ça donnait cette grande possibilité, la suite qu'au Portugal, il y avait ce qu'on appelait le fascisme Salazar, donc, avec Marcelo Caetano et Antonio de Spinola. Donc, on voyait leur groupe pour qu'on puisse continuer à protéger les pays colonisés parce que, comme l'Angola, le Cap-Vert, le Saint-Tomé, le Guinée-Bissau et le Mozambique étaient des provinces ultramarines du Portugal. Vous voyez, alors l'Afrique était presque une grande partie décolonisée, sauf la colonie portugaise existait au continent. Alors la situation que le Portugal obligeait les gens puissent venir, les Portugais, faire la troupe en Angola pour lutter, pour protéger, c'est-à-dire sa présence africaine. Alors il y avait des mouvements de lutte de libération qu'on avait ici, donc c'est trois. L'FDLA, l'MPLA et l'UNITA, donc tous ces trois mouvements-là, on avait fait qu'on puisse lutter contre la libération de l'Angola.
Alors la situation internationale a obligé, puis la pression militaire à l'intérieur a obligé qu'ils puissent décoloniser. Donc les mamans portugaises là, mais bon, on a insisté que leurs fils ne puissent pas permettre de venir militaire en Angola parce qu'il y avait beaucoup de monde. À la colonisation, soit Cap-Vert, Guinée et Mozambique. Alors, à partir de là, on a fait ce qu'on appelle la révolution du Scrabble. Donc, c'est des fleurs là. Lorsque les mamans ont manifesté à Lisbonne, dans les rues de Lisbonne, alors les militaires ont sorti avec des armes. On a mis des bouquets de fleurs là au sommet des fusibles. Alors, ce sont des crabes, des fleurs là qu'on a mis. Alors, on a dit c'est la révolution des crabes. Alors, il y a eu le coup d'État au Portugal et déclaration de la décolonisation de la colonie portugaise au niveau d'Afrique. L'expérience que vous avez comme député, comme quelqu'un des sciences, ce qui se passe actuellement à la République démocratique du Congo, le pays voisin, où vous étiez autrefois pour fuir la guerre, nous voyons le pays est occupé à l'est du pays. L'expérience que l'Angola a après tant d'années de guerre civile. Et aujourd'hui, l'Angola est devenu l'Eldorado de beaucoup de peuples, beaucoup de pays. Commencez premièrement à nous expliquer qu'est-ce qui a fait la force du gouvernement angolais pour reconstruire son pays en un peu de temps et en même temps, s'il pouvait passer un message à nos frères qui sont de l'autre côté, qui sévissent ce temps de tension interne. Bon, en principe, vraiment, c'est triste pour les pays, les grands pays comme le Congo démocratique, en richesse, donc si c'est des pays qui fonctionnent normalement, je pourrais dire qu'ils pourraient être des grands pays africains, malheureusement. Parce que l'époque que j'ai vécu le Congo, c'était difficile à voir des Congolais réfugiés, parce que c'était un pays. Le Zaïre, oui, le Zaïre. Non, le Congo et le Zaïre aussi. Oui. Parce que le Zaïre, c'est avec 75. Moi, j'ai pris le Congo, la République démocratique du Congo, après le Zaïre. Dans les 60. Le Zaïre, j'ai quitté de là. Mais ce que j'ai vu à l'époque, elle fut un pays fier à l'époque, parce que en salaire, moi, j'ai vu que des gens ont acheté des maisons de fonds d'avance, il n'y avait pas de problème de chômage. Bon. Je comprends. Bon. Il y avait des problèmes, c'était les premières années de formation des cadres. Là, on peut voir que c'était un pays qui marchait bien. Et voir même à l'époque, j'ai compris qu'on a lancé un slogan, l'objectif 80. Dans les années 74, là, on parlait déjà de l'objectif 80, donc le Congo pourrait être un pays déjà avancé par rapport aux autres. Bon, voir même l'expérience montre dans les années 60, par exemple, beaucoup de pays d'Afrique comme le Congo étaient plus mieux que les Bulgaries, par exemple, les pays d'Europe. Mais bon, disons que après ça, c'est que j'ai compris que à l'époque, l'Isaïe, le Congo était très uni. Il n'y avait pas tellement de problèmes de tribalisme accentué comme aujourd'hui, comme j'écoute. Je ne sais plus comment ça passe, mais ça, c'était fait un grand pas de l'unification du Congo. Mais après l'éclaircissement des guerres, donc on commence à voir des divisions, des choses là, voire même le pouvoir est amené dans des tendances tribales. Alors ça aussi, ça a contribué que les pays ne puissent pas être unis. Alors, les ennemis externes, on profite des situations internes qu'on puisse s'engager pour détruire. Alors, si arrive le M25, des pays comme Rwanda se met contre le Congo, effectivement, ils ont vu la faiblesse interne, l'unité d'organisation. On a profité. Suite, comme vous le savez, au côté nord du Congo, il y a beaucoup de richesses, de cobalt, de granium, beaucoup de choses là qui s'intéressent les étrangers, les occidentaux surtout. Comme vous le savez, que toute guerre a encadré dans un intérêt économique. Aujourd'hui, si on vous parle par exemple de coton, on voit le développement actuel, c'est la technologie d'information. Donc là, la globalisation a cette nécessité d'évoluer la technologie informatique. Alors, des matières premières, ça se trouve en Afrique. Mais notre expérience de plusieurs temps de la guerre nous a montré que
On a invité plusieurs agents des Nations Unies, on était ici pour qu'on puisse faire la paix en Angola. Mais donc, de plus en plus qu'on venait, la situation s'appurait. Donc, les intérêts occidentaux, ça se menait. Donc, les jours, ils sont avec vous. La nuit, c'est... mais la solution, c'était quoi? C'était en peu de temps, lorsqu'on a compris les rêves, entre nous, les Angolais, nous avons dit non. Alors, si on peut construire notre pays, entre nous, la négociation était faite en peu de temps entre les Angolais. On a dépassé la situation. Aujourd'hui, nous sommes très, très unis. Ça, c'est vraiment pas. Bon, malgré notre cas, mais ce n'est pas généralisé. Donc, c'est-à-dire, on sait ça à l'aise. Donc, tout le monde, on parle de la politique normalement, on parle de l'opposition, on parle des pouvoirs. Donc, on vit ensemble. On a une armée unie. Les gens venant des autres armées, d'autres côtés, mais il y a des généraux dessus par là, venant de l'autre côté. Nous sommes vraiment unis. Ça, c'était grave. Donc, c'est-à-dire que moi, je disais que les Congolais doivent savoir que l'intérêt de son patrie doit commencer l'esprit de patriotisme, de pertenance, d'appartenance. Donc, c'est-à-dire que les Congolais, pour les Congolais, au niveau de tout. Donc, c'est-à-dire le patriotisme et la patrie. Donc, il n'y a pas une chose qu'on peut échanger avec les patries. Moi, j'ai l'expérience là. Lorsqu'on était à Kinshasa à l'époque de la refuge comme exilé au Congo, une autre fois, bon, pour donner un exemple, on avait des voisins et on avait des cousins, des oncles comme caporal, à la fois avec une voiture, sont donc venus avec les voitures. Nous, on n'avait pas quelqu'un au niveau de la famille qui vient nous visiter comme un caporal ou bien sergent ou bien un gida à l'époque. Là. Alors ça me faisait mal. J'ai demandé à mon père, mais comment possible nous, personne ne vient nous visiter chez nous, un caporal, un angida ou bien un lieutenant? Je ne vois personne avec un véhicule là pour venir nous visiter. Il a dit non. Ça, ce n'est pas notre pays. Donc, nous sommes ici pour la lutte de libération de notre pays. Nous avons un pays, donc un jour, c'est vous qui servirez le pays-là. L'esprit du patriotisme, vous voyez, on pensait qu'on est là, mais il faut qu'on puisse travailler, lutter un jour, qu'on va rentrer chez nous. Aujourd'hui, nous sommes au pays. J'avais l'âge de 6-7 ans, je faisais cette question-là au papa. Donc, la patrie, il n'y a pas une chose qu'on peut échanger avec le pays. Donc, c'est un bien sublime qu'on doit retenir en toutes conditions. C'est comme, on dit, le salut du peuple, c'est une loi suprême. Donc, la patrie... Non, on ne peut pas changer. Pour moi, c'est ça. Donc, je me souviens aussi, en Europe, j'étais dans l'année 91. Non, 81, c'est ça, 81. Lorsque j'étais en Europe, j'ai visité la Belgique et la France. J'ai vu les premiers émigrés africains. Surtout des Congolais, quelques-uns de quoi, les Angolais, l'autre venant du Congo, mais vers l'Angola. À Montfermeil, on a fait l'ouverture de Montfermeil pour qu'on puisse donner aux expatriés. On m'a dit, mais vous restez ici, il y a des conditions. Moi, j'ai dit, votre pays est en guerre. Moi, j'ai dit, non, moi, je rentre chez nous parce que je suis venu en vacances. À l'époque, lorsque nous voyageons, on donnait $720 pour qu'on puisse aller voyager. Ici en Angola, on donnait l'argent. Le pays donnait l'argent pour qu'ils puissent passer les promenades d'un mois, $720. Moi, j'ai dit non, moi, je rentre chez nous parce que malgré la guerre, je serai le pilier pour soutenir que la tête ne puisse pas tomber. Vous voyez, on pensait ceci. Malheureusement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Les gens qui vont en Europe, comme émigrés, au lieu de lutter pour qu'ils puissent rentrer, on fait l'effort que les fils puissent avoir les documents. Les documents, c'est la nationalisation européenne. Donc ça, c'est ma tristesse. Au lieu de faire mieux que les enfants puissent étudier, qu'un jour puissent reviendre dans le pays d'origine, donc soit les Congo, l'Angola, on reste là pour toujours comme un fils d'émigré. Son Excellence, vous ne pensez pas que si les expatriés ne rentrent pas, c'est à cause peut-être des mauvaises conditions qui sévissent au sein de pays africains? Non, mais le problème, c'est pour cela le sentiment de appartenance, ça manque parce qu'il n'y a pas le patriotisme. Qui va construire l'Afrique sont nous les Africains. Moi, je donne l'exemple, on a vécu 27 ans de la guerre ici en Angola. Mais nous sommes là aujourd'hui, on est en train de bâtir un pays qui donne vraiment l'ambition à toute personne. Donc, c'est-à-dire que
avec la volonté, on peut avec arriver. la volonté africaine, le patriotisme. Donc, c'est-à-dire que grande partie de l'esclavagisme, ça passait par ici. C'est pour cela, si vous partez en Amérique, même dans des Colombies, des pays là, au Brésil, il y a des signes africains, voire même l'Angola, c'est situé. Donc, c'est-à-dire, voire même il y a des cultures afro-américaines avec l'identité angolaise. Donc, c'est-à-dire que nous, on a beaucoup souffert sur ce qu'on appelle l'esclavagisme, l'esclavagisme suite à la réalité là, et puis on a les transitions océaniques, donc ça facilitait donc d'un côté à l'autre continent. Donc, Son Excellence, quel est l'impact de cette colonisation est resté avec les Portugais pendant 5 siècles? Quel est l'impact positif et négatif? Bon, vous voyez, premièrement, comme vous le savez, que lorsque la colonisation est arrivée ici en Afrique, surtout je parle de mon cas, de mon pays, l'Angola par exemple, le premier contact c'était au Royaume du Congo, donc le Royaume du Congo où j'ai fait part, donc c'est-à-dire que Diego Cao est venu en 1482, donc c'est-à-dire le premier contact était avec le Royaume du Congo. C'est pour cela, pour voir que on avait un État organisé déjà. Donc, un État organisé, comparable même à beaucoup d'États au niveau du monde. Par exemple, à l'époque, il y avait déjà les monnaies Zimbu. Effectivement, on avait les Zimbu, on avait des Libong, on faisait déjà des pagnes, on avait des cultures, on avait même notre religion africaine qui, donc on avait des tribunaux africains. Mais qu'est-ce qui a fragilisé tout cela? Non. C'est-à-dire que lorsqu'on venait, effectivement, ils ont utilisé des tactiques qui pouvaient pénétrer. Parce que, qu'est-ce qui a obligé les Européens puissent venir en Afrique? Pour chercher les richesses, c'était la première chose. C'est pour cela même le trafic du commerce, fit du commerce. Le trafic d'esclaves fit du commerce. Donc, c'est pour voir de l'argent. Donc, des matières premières qu'on avait besoin. Après, pour faire les industries ou bien les transformations européennes. Donc, il faut qu'ils puissent prendre des hommes pour aller dans des plantations de canne à sucre au Brésil pour que ça va en Europe et pour qu'à partir de là, on fait des vins, des whisky qu'on menait ainsi. Donc, c'est-à-dire, ça, c'était l'objectif de l'entrée. Alors, pour qu'on puisse faire ça facilement, on est venu avec des églises. On a dit que la religion africaine, c'était du fétichisme. Donc, ça ne servait pas à rien, il faut qu'on puisse détruire. On a détruit tout ce qui nous appartient. Alors, on a imposé la religion au christianisme qu'on puisse accepter parce que la souffrance, c'est ici au monde et on a la prospérité, c'est le ciel, beaucoup de choses là. Bon, ça, c'est la conception néocolonialisme, colonialisme colonialisme qu'on a appliqué à la religion. Mais pour dire que malgré ça, il y avait des avantages aussi parce que on a pris notre civilisation, malheureusement on a détruit la civilisation africaine. Mais il y a toujours une civilisation, donc une culture, ça ne se détruit jamais. Il y a toujours des vestiges là qui restent. Par exemple, c'est facile d'identifier qui est angolais, qui est par exemple européen, qui est nigérien, qui est congolais. Donc cette facilité-là, donc c'est culturel. Donc il y a des signaux culturels qui poussent ça. Donc c'est-à-dire qu'on a appris avec les Européens l'écriture européenne, par exemple l'écriture romaine, non? Parce que, comme vous le savez, les premières éducations européennes au niveau du sud équateur, c'est fait en Afrique, donc tout au royaume du Congo, voire même la traduction de la Bible anglaise pour la langue du Congo, les autres langues africaines, ça a commencé au royaume du Congo. Vous voyez, avec les Kikongo, on a fait la traduction de la Bible. Voire même au royaume du Congo, on a envoyé les premiers ambassadeurs nègres en Europe, donc au Vatican, fille Negrito, donc dont Alphonse était baptisé, le cousin du roi. Donc, c'est-à-dire pour dire que, bon, on a pris la colonisation africaine, européenne. Bon, d'un certain moment, ça nous fait qu'on puisse se revoir au monde. On parle aujourd'hui de la globalisation. Donc, c'est-à-dire, puis une phase là, et au nécessaire la colonisation. Bon, on est là, bon,
On peut dire qu'on peut accepter la globalisation et non la culturation. On ne peut jamais abandonner notre culture. Mais effectivement, effectivement, notre culture doit participer à la globalisation pour s'occuper d'un espace. Vous voyez, c'est un combat entre les cultures, que c'est, je dis donc, des cultures qui se rejoignent. C'est l'espace à conquérir. Donc, c'est-à-dire, la culture plus faible tombe, les plus forts restent, imposent avec les autres. C'est une forme de la colonisation aussi. Alors, tout justement, c'est là le problème à la fois. On peut trouver, par exemple, des problèmes comme la xénophobie, les choses là dans des pareils. Donc, c'est-à-dire, rentrons ce que vous avez dit, par exemple, le problème des langues. Vous voyez? Moi, j'ai passé, dans les premières années, on a vécu ça, voire même au niveau du village. Pas dans des grandes villes, même au village, je me souviens, le fils de mon oncle, par exemple, lorsqu'on arrivait au village venant du Congo, lorsqu'on partageait des idées, par exemple, on disait « Ah, ça c'est venant du Belge ». Donc, nous étions du Belge et des Portugais, vous voyez. Ça, c'est venant du Belge, vraiment, je ne sais pas comment ils pensent, vous voyez. Donc, il y avait cette contradiction, mais de la même famille, donc c'est le même problème. Alors, ce qui se passait, c'était nécessaire qu'on puisse commencer à adapter. On a adapté, on s'est revoyé ensemble, on partageait ensemble jusqu'à aujourd'hui. Donc, je peux dire 51 ans d'existence en Angola, celui-là, on est là. Alors, en grosso modo, c'était ça qu'on faisait, mais aujourd'hui, la colonisation a fait que l'Angola, culturellement, nous sommes, malgré notre culture, ça se fait, mais on a beaucoup, surtout les milieux urbains, avec la classe moyenne, on n'a plus la culture européenne, hein, parce que, vous voyez, par exemple, à la colonisation, il y avait l'obligation là pour qu'elle puisse être reconnue comme assimilée. Vous voyez, parce que l'Angola fut province ultramarine du Portugal. Donc les Angolais à l'époque étaient les Portugais, mais étaient de deuxième, troisième classe. Comment on faisait? Qu'on puisse vous donner le statut d'assimilé, il faut arriver chez vous, il faut manger avec des cuillères, fourchettes. Il faut avoir une table à la maison, il faut parler le portugais, il faut avoir un nom d'un Européen, il faut détruire les noms authentiquement africains pour avoir, par exemple, Antonio da Silva Pereira. Alors, ça faisait que l'autre là est assimilé. Alors qu'il maintenait les noms africains, donc fut indigène, quoi. Donc, il n'avait pas l'espace pour s'imposer comme citoyen. Est-ce que ça peut être le motif qui a fait même en ce qui concerne l'infrastructure et le développement des provinces? Nous voyons deux fois la province, par exemple, au nord, quand on voit la province de Ouige, la province du Zaïre, c'est un peu reculant en termes d'infrastructure par rapport à d'autres provinces qui sont au sud du pays. Bon, Zaïre, oui, pas tellement, parce qu'au niveau des infrastructures, ce que je vois, Ouige, c'est la cinquième. Donc, au niveau des provinces, c'est la cinquième province mieux construite. Hein. La ville de Ouige, là, quand non, c'est vraiment une ville. Les Zaïre, là, je suis d'accord. Le Zaïre, c'était la capitale du royaume du Congo. Oui, le royaume du Congo. Mais ce qui se passait, les Zaïre, lors de la lutte de la libération, il y avait une grande envolvance des mouvements de libération. Donc, ça a été une place là vraiment un peu négligée par les colons parce que vraiment, on a mieux évolué la région, les municipalités de Soyo par rapport à Mbanza Congo. Mbanza Congo, qui était la ville du roi. Oui, la ville du roi. Aujourd'hui, moi, je considère ça une ville archéologique. Hein. Là, on voit les premières églises cathédrales catholiques construites. Ça fait 500 ans, des musées, des royaumes là, du Congo, les musées des cimetières des rois. Donc, c'est trop archéologique pour moi. Nous allons parler maintenant un peu de votre famille. Nous savons que vous êtes père de 5 enfants. Comment vous aimeriez que tes enfants te voient et qu'est-ce que vous penserez pour le mieux futur de vos enfants? Bon, pour dire ceci, le meilleur investissement pour les enfants, c'est la formation. Hein. Il n'y a pas une grande richesse qu'on peut donner aux enfants si on ne les forme pas. Donc, il faut faire de grands investissements sur leur formation. Moi, je m'engage sur ça, que les fils de mes enfants puissent être mieux formés parce que ça sera un héritage là vraiment
au niveau des connaissances, chacun pour soi sera capable de lui propre faire l'effort et de faire l'effort de travailler pour qu'il puisse gagner sa vie. Parlons de votre expérience comme député. Nous aimerions un peu savoir quelle est votre responsabilité aux fonctions au sein de l'Assemblée nationale. Bon, au niveau de l'Assemblée nationale, je suis député national et puis le deuxième secrétaire de la Commission d'économie et finances de l'Assemblée nationale. Donc ça, c'est la responsabilité que j'en ai. C'est pour traiter les matières liées à l'économie, l'exécution des programmes économie, voire des lois économiques, accompagner comment sont utilisés des budgets spécialement en matière d'économie et finances, faire par exemple les députations auprès des affaires, des investissements économiques, des députations auprès des ministres des matières liées à l'économie, je dis des transports, ministre des constructions, ministre des finances, des planements, le ministère d'énergie et Agua c'est l'eau. Donc, c'est-à-dire, c'est ça, des matières qu'on s'engage. Donc, c'est-à-dire qu'on prépare en spécialisation. Donc, des corrections, des recommandations des matières qui concernent l'économie et finances du pays. Donc, ça, en grosso modo, c'est ça qu'on fait. Donc, ça nous limite pas seulement ça. Ça, c'est matière de spécialisation. Après, nous avons des plénaires là. On défend des positions politiques. Donc, suite, chaque parti a sa forme de pensée. Comment construire l'Angola, comment on doit gouverner le pays. Donc, on défend plusieurs tendances de réflexion pour le pays. Alors, on arrive dans des spécialisations, concilier ce qui est politiquement vu et comment techniquement doit être engagé pour que ça puisse fonctionner. Dans cette même pensée, Son Excellence, nous savons que nous vivons l'année préélectorale. Quel est le message que vous pouvez donner à tous les Angolais? Quel comportement ils peuvent avoir? Quelle pensée, quelle philosophie avoir pour cette année préélectorale et la préparation de l'année prochaine pour les élections? Électeur, il peut être élu, donc il y a des devoirs, donc des droits pour les pays. Alors, c'est-à-dire que nous avons déjà cette expérience-là de la démocratisation du pays. C'est un process, ce n'est pas encore fini, effectivement, c'est un process, mais il faut que nous travaillions pour que ça puisse s'améliorer jour en jour. Donc, c'est-à-dire que on a déjà fait des élections 5 mandats. Oui. Donc, c'est-à-dire que on commence à avoir l'expérience. Alors qu'on puisse continuer parce que c'est un devoir. On va penser que bon, l'avenir du pays de 5 ans prochains, donc ça dépend des élections. Oui. Alors, ce n'est pas nécessaire de se gladier parce que c'est un processus qui nous appartient à tous. Donc, c'est-à-dire que l'expérience nous montre qu'on doit faire en condition de la paix, comme des années écoulées, des années dernières, comme on commence à gagner l'expérience. Donc, on est adversaire, qu'on puisse, mais on n'est pas des ennemis. Donc, la politique, c'est ça. Qui gagne, gagne. Mais il faut que les élections soient participatives et toute personne puisse profiter des moments pour manifester sa liberté et puis sa forme de pensée de s'exprimer et de voir si on est de s'exprimer et de manifester s'il est d'accord et non. Donc, au niveau des parlements, au niveau des élections, que ça fait cette possibilité-là. Alors, si on ne fait pas ça, donc, on peut dérouler ce qu'on a déjà gagné et ça ne sera pas bien, ça ne va pas concerner. Et pour les politiciens, on le commence à comprendre et nous sommes en train de comprendre que, bon, c'est la lutte politique, on est des adversaires, nous sommes tous les frères, donc les pays en première place, vous voyez? Porque o que tem acontecido já,
Non, pode falar português, depois vamos traduzir. Mesdames et messieurs, vous allez comprendre que nous parlons avec le député angolais et sa langue, c'est la langue portugaise et il parle très très bien français. Donc vous comprendrez quand deux fois il peut parler en portugais et estamos aqui, on est ici pour expliquer. Vous avez la parole, Son Excellence. Ok, muito obrigado. Merci pour. Donc, comme je disais, que c'est un processus. Il y a un délai, c'est 5 ans de gouvernation. Qui gouverne bien, donc le peuple, s'il a confiance qu'il a bien travaillé, on lui donne voix de confiance, vote de confiance. S'il n'a pas travaillé bien, on fait l'altération, c'est normal. Donc, mais soit pacifique, comme on est en train déjà d'avoir l'habitude, pacifique, on continue à gouverner le pays. Donc, c'est-à-dire que nous continuons à être réunis pour le bien du pays, que nous tous puissions savoir si faire notre réflexion, en quel pas le pays, ça marche bien, ça ne marche pas, mais la condamnation au niveau des votes. Donc, c'est-à-dire que dans des urnes là, c'est là où on fait le choix. Donc, on ne peut pas encore continuer à se faire Le chamaillement. Le chamaillement, bon, ce n'est pas nécessaire. Vous voyez, on a cette opportunité. Bon, la manifestation, c'est autorisable, ouais, mais pacifique. Ouais. Pacifique. Les gens ont cette autorisation-là, ensuite notre constitution, l'article 40, pour déclarer ce qu'on a besoin, ce qui se manque. Ouais. Après, on négocie, on résout les problèmes. Hein. Mais on ne peut pas mener des manifestations dans des formes de destruction parce qu'on a construit un pays avec les sacrifices, les déterminations. On est en train d'avoir du développement qu'on a, même avec des insuffisances. Et chacun a un espace pour qu'il puisse voir que non, on peut encore aller plus loin. Ouais. Vous voyez, chaque parti a son propos, a son... Bon, ce n'est pas ça la formule est l'autre. Donc, des programmes de chaque parti politique pourra nous permettre de donner cette garantie-là qui est mieux placée pour qu'il puisse continuer. Donc, ça, c'était le message que je pouvais donner au peuple angolais, mais que soit une opportunité, donc, c'est-à-dire, opportunité. Bon, on a chacun ses problèmes, on a des difficultés. Effectivement, ce n'est pas tout qui est mer de rose, hein, comme on peut dire. Donc, on n'a pas tout qui est mer de rose. Comme vous le savez, on a des crises au niveau du monde. Chaque pays a des crises de sa réalité. Ouais. Alors, le peuple est en train, chaque peuple est en train de réclamer. Donc, c'est-à-dire, ça sera une opportunité. Bon, s'il y a des les formules pour voir, donc, les élections démocratiques, ça nous donne cette possibilité-là. Les gens puissent effectivement dire non, vraiment, l'autre là a beaucoup de temps, il faut qu'on change aussi, qu'on puisse voir une autre perspective du développement. Vous voyez, le changement toujours s'amène, le développement aussi, parce que s'il n'y a pas la contradiction, les choses s'ameurent. Donc, c'est-à-dire qu'il faut donner les opportunités aux autres, parce que le pays appartient à tous. Bon, dans ce moment-là, dans notre moment, l'autre continue. Mais l'important, c'est que le pays marche. Donc, le pays doit marcher, le pays doit appartenir à tout le monde. Je pense toujours, pour qu'on parle de l'Angola, nous avons parlé du Royaume du Congo, c'est-à-dire les problèmes qui concernent en réalité la RDC peuvent influencer aussi l'Angola. Mais effectivement, nous sommes en train de subir des conséquences sur la lutte de la RDC comme un pays voisin. On ne peut pas permettre que les Congos puisse continuer à avoir l'instabilité politique, économique et militaire parce que nous avons une frontière terrestre plus large. Donc, ouais, c'est-à-dire que voire même les gens de la région de Kivu, de Kisangani, ont été de fuir pour l'Angola. Donc, il y a un surchargement chez nous, ouais, notre pays. Bon, alors, nous, on ne peut pas laisser nos frères qu'on puisse continuer de la situation qu'ils... Parce que économiquement, ça affecte, culturellement, ça affecte, religieusement, ça affecte. On commence à voir cet poids-là à la fois, non à mesure de ce qu'on pouvait planifier. Il y a des gens qui viennent pour contribuer, mais toujours aussi des vestiges là. Donc, on voit tout genre de gens, les autres viennent contribuer, mais il y a aussi des gens qui viennent avec des comportements là qui nous fait vraiment à la fois, qui nous difficultent. Dans cette pensée, ouais, de l'interdépendance complexe que vous venez de souligner, c'est-à-dire quand un pays a un souci, automatiquement ça dérange l'autre pays. Profitez de ces micros, donner un message de paix, un message de solution au gouvernement congolais.
Bon, le message que j'en ai, c'est pour cela que je veux dire que l'Angola fait la médiation, non? Pour qu'on puisse avoir la paix au Congo. Géostratégiquement parlant, donc, l'Angola, c'est le pays qui plus souffre pour apprendre les charges là des Congolais. Aujourd'hui, comme vous le voyez, une grande foule de la population congolaise sont nos frères. Nous devons aider parce que voir même la charte de déclaration universelle des droits de l'homme, on ne peut pas fouler un frère, un ami, un voisin, un peuple qui vient demander. Mais le problème est que les Congos doivent réorganiser surtout son armée. Les peuples doivent avoir cet esprit-là de patriotisme parce que, comme je disais, pour libérer le Congo, il faut compter aux propres Congolais. L'expérience de l'Angola nous montre ça. Donc, il faut que les propres Congolais puissent sentir que c'est leur pays qui est en cause. C'est leur futur qui est en cause. Alors, il faut que ça ouvre au niveau qu'ils puissent défendre leur pays avec l'ingérence externe surtout. L'ingérence interne, donc les problèmes internes entre les fils du même pays, c'est les gouvernements doivent comprendre que nous sommes des frères, les fils du même pays. Il faut qu'on s'arrange pour qu'on puisse voir les chemins pour bâtir la paix. Donc c'est-à-dire que... Oui, en quelque sorte, vous dites... les négociations. La négociation, le dialogue entre les intercongolais, c'est vraiment très important. Mais c'est obligatoire. Et quelle est votre pensée sur peut-être les changements des constitutions, révision des constitutions, ça peut... C'est normal, c'est normal. L'important, c'est le bien sublime, c'est les patries. Donc, c'est-à-dire, si qui est en cause les patries, donc dans toute formule, il faut qu'on puisse faire le mieux possible de résoudre les problèmes des patries. C'est en première place. C'est en première place. Donc, c'est-à-dire que les gouvernements congolais doivent se réorganiser, qu'on puisse comprendre que, donc, parce que ce que je vois dans des vidéos, ça, à la fois, ça me fait pleurer. Hein? Il y a les autres, on commence à ridiculer les autres parce qu'ils sont des balouba. Les autres, pour qu'ils sont des M25, des Banyamulenge. Les autres sont des Kivu, ce ne sont pas les... Voire même des places du pouvoir sont partagées au niveau clanique, tribal, donc c'est triste. Moi, je me souviens, j'avais un professeur portugais, fut le ministre d'habitation du gouvernement de Cavaco Silva au Portugal, fut mon professeur de développement régional. Alors, je l'ai sollicité le livre, l'édition que je puisse acheter au niveau de Portugal. Il m'a dit le suivant, non, nous, on a dépassé le conseil régional. Donc, ces cours ici en Europe, chez nous, au Portugal, on ne donne plus, on donne la globalisation. Vous voyez? Et donc, c'est-à-dire, nous, il y a encore des petits problèmes au Congo d'ethnicité. Donc, c'est triste. Donc, c'est-à-dire, on commence à tribaliser un pays parce qu'il y a un peuple supérieur au autre, l'autre doit avoir plus que l'autre. Quel est le danger, l'expérience que vous avez en Angola, son excellence, quel est le danger que le tribalisme peut amener dans un pays? Mais c'est la destruction. Le monde aujourd'hui pense aux globalisations. Nous par exemple, nous sommes un pays multiracial, multiculturel, c'est pour cela que nous disons nous ne sommes pas encore une nation. Parce qu'on a plusieurs royaumes qui ont bâti l'Angola, voire même que, par exemple, nous les Bakongo ici, nous sommes la troisième population plus élevée. Les Ovimbundu du centre-sud de l'Angola sont la majorité avec 26%. Après les Kimbundu, donc c'est-à-dire les régions Kimbundu, on dit Malange, Luanda, Kwanza Norte, Bengo, et la deuxième avec 23. Nous représentons 13% de la population. Mais nous avons 13 tribus au niveau du Congo, des groupes ethno-linguistiques Congo. 14 tribus. Les Bazombo, on a les Basassala, on a les Bayaka, on a les Basolongo, on a les Bavili, on a les Bayombe, on a tous ces tribus-là. Kabinda surtout 7, Kabinda donne 7. Mais nous n'identifions pas Angolais comme un tribu. Non. Donc, culturellement, nous s'identifions. Donc, cet effort-là, vraiment, mais je commence à voir que la guerre aussi a des avantages, fait la destruction, mais a unifié les pays, vous voyez? Donc, a unifié les pays. Donc, c'est-à-dire, il y avait les gens du Nord qui étaient obligés pour qu'ils ne puissent pas fuir, étaient envoyés au sud de l'Angola pour faire la lutte. Il est marié avec la femme du sud, qui venait de l'Est et il est parti au Nord. Alors, on s'est croisés.
Donc on a créé toute cette possibilité-là d'avoir 2 types de nationalité. Vous voyez, en 2 droits que nous défendons. Ius solus et ius sanguinis. Donc c'est-à-dire l'endroit où la personne est née, il est de cet endroit-là. Au niveau des sang, les pères qui sont Originaire. Les pères qui ont fait l'enfant, donc l'originalité sanguine, les Ça hommes donne sont systématiquement cette nationalité. Ouais. Donc c'est-à-dire que nous, on peut donner des nations, ce n'est que normal. Le problème, c'est qu'on ne peut pas être président de la République avec des nationalités. Mais les autres places, vous se sentez comme un Angolais avec tous les droits, Donc c'est-à-dire que si un Angolais est né au Congo, il est Congolais. Donc il a droit d'être Angolais à part ses pères. Mais au niveau des Ius Solus, comme dans son cas d'identité angolais, il peut dire né au Congo démocratique. Mais angolaise. Ouais. C'est différent avec la RDC parce que la constitution de la RDC, je crois dans cet article 10, il parle sur l'exclusivité de la nationalité. La nationalité congolaise est exclusive. Donc il suffit que vous preniez une autre nationalité, vous perdez automatiquement la nationalité congolaise. Ok, maintenant on donne cette possibilité-là. Donc c'est-à-dire que qui est Congolais, les Congolais qui sont en train de venir ici en Angola, leurs fils nés en Angola sont des Angolais. Donc, une seule, parce que où tu es né, tu es né la naturalité, là où ils sont nés. Alors là, tu es Angolais. Alors, s'ils veulent être Congolais, donc à partir de ces pères, ils vont au Congo pour se déclarer comme Congolais de père. Donc, il sera Ango-Congolais. Vous voyez, moi, j'ai mes petits-fils comme vous, non? Mon petit-fils, né au Portugal, il est là au Portugal, il est portugais. Mais lorsqu'il est venu, il venait ici, il se pétait de 3-4 ans, et on a inscrit comme Angolais, donc il est portugais, Angolais. Permettez, Son Excellence, dans cette pensée même de nationalité, nous avons parlé de naturalité, là où la personne est née. Effectivement. Vous remarquerez aujourd'hui, par exemple, nous accompagnons, il y a certains Angolais qui sont nés au Congo, ou certains qui ont fui la guerre, ils ont pris beaucoup de temps en RDC, ils ont des difficultés de parler la langue portugaise. Non. Et leur réintégration ici, et nous accompagnons même, il y a certaines personnes qu'on les récupère les documents, il y a certaines personnes qu'on exige qui sont congolais, et je vous confirme, il y en a certaines personnes qui sont dans des prisons de 30 Angolais considérés comme Congolais parce qu'ils ne parlent pas portugais normalement. Comment vous défendez ça? C'est quoi votre vision? Ok, moi je pense, j'étais bientôt, il y a 2 semaines, j'étais dans 2 municipalités de la province du Zaïre, donc au nord de l'Angola, je ne peux pas dire, mais j'étais avec l'administrateur là de la municipalité, tout justement aux frontières vers l'autre côté, le Congo démocratique. Alors, je lui ai posé la même question que vous m'avez dit. Mais le problème, moi, je pense, c'est le suivant. Le Congo a un problème d'organisation administrative. Tous ces mondes qui viennent du Congo pour l'Angola n'ont pas d'identité. Vous voyez, on vient comme des illégaux. Voire même soit angolais, soit congolais, lorsqu'ils viennent ici, sont des illégaux. Voire même des Congolais en Angola ne sont pas reconnus dans leur ambassade. Ça, c'est grave, ça. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est grave. Donc, comment un peuple n'a pas une identité on a des Nigériens. Pourquoi les problèmes ne tombent pas aux Nigériens, des Guinéens, des Sénégalais, des choses là? Pourquoi? Donc, les problèmes, c'est l'organisation. Donc, c'est-à-dire, les personnes viennent, il n'a pas un document qui l'identifie. Lorsque nous, à l'époque, on était au Congo, on avait des cartes étrangères. Là, on est entré, on s'écrit étranger angolais, à l'époque de Mobutu. Donc, on connaît que lui, c'était un Angolais, avec le nom David Kisadila. Vous voyez, lorsque je rentre chez moi, j'ai l'identité. Non, il est identifié comme Angolais. Mais aujourd'hui, les gens qui viennent, même nés au Congo, il est Angolais, mais il n'y a pas de document qui lui montre qu'il est Angolais. Voilà. Ça, c'est un. Alors, la deuxième formule qu'on puisse revoir comment la personne est Angolais, c'est l'identité culturelle. Mais tu es Angolais, tu es Mukongo. Parler Kikongo, il ne parle pas Kikongo. Mais Lingala, ce n'est pas notre langue. Vous voyez? Alors, si il parle le Lingala, comment on va l'identifier comme Angolais?
Il n'a pas l'identité, il n'a pas la forme de s'exprimer, la forme de se manifester, la forme d'être anthropologiquement parlant, oui. Oui, forme de vêtir, forme de manger, forme de discuter. Vous voyez que non, ça ne la tradition et la c'est culture dehors qui de notre s'accompagnent, culture. Voilà. Donc automatiquement, voir quelqu'un même qui n'a pas fait l'anthropologie, on va dire non, anthropologiquement, donc la manière culturellement, moralement, ce n'est pas un Angolais. Oui. Alors ça commence tout justement les problèmes là que je suis en train de dire. Alors pour que la personne puisse dépasser la situation là, qu'il fait l'effort de s'encadrer. Nous avons une autre chance, donc je peux dire ça, donc de l'unification, la langue portugaise. La langue portugaise a fait unir l'Angola de telle forme qu'un Angolais qui vient du nord, au sud n'a pas de problème, vient de l'est à Luanda n'a pas de problème. Même au centre de l'Angola, quand nous sommes identifiés facilement parce que lorsque j'arrive, je parle mon portugais, on me reçoit comme un frère. Mais si j'arrive avec l'Ingala, là vraiment ça difficulté. Oui. On va dire automatiquement c'est un étranger. Et je ne voudrais pas parler de la politique, mais des troupes qui sont venues d'autres en 75, lors de la Ligue de libération des FNLA venant du Congo, on parlait des commandos, on parlait de l'Ingala. On a dit non, ce ne sont pas l'armée, ce n'est pas l'armée angolaise. Mais c'est les fils angolais nés au Congo, vous voyez, et ça fait. Donc, vous voyez, la langue, c'est tellement la langue, permettez, son excellence, la langue, c'est vraiment très, très importante. L'émission est tellement bonne, malheureusement, nous y arrivons à la fin. Le dernier message, qu'est-ce que vous pouvez donner, le message que vous donnerez à l'ensemble de la population angolaise, à l'Afrique, comme un panafricaniste que vous êtes? Ok, pour terminer, encore, donne-moi une seconde. Oui. Ce que je disais, j'étais avec l'administrateur, là, je dis, mais comment j'ai fait le travail de la députation, mais comment il y a les problèmes là ici des Angolais venant du Congo? Il a dit, mais vraiment, on reçoit les gens parce qu'ils ont des familles ici dans des villages, on arrive. Bon, lorsqu'on fait l'inscription pour avoir les cartes d'identité, bon, il n'est pas né en Angola. Bon, au carte d'identité, naturalité, c'est du Congo. Mais on ne veut pas qu'on puisse la naturalité République démocratique du Congo. Non, notre constitution donne que la naturalité, la place que la personne est née. Donc s'il est né au Congo démocratique, mais il est de père et mère angolais, il est angolais. On donne la carte d'identité comme angolais. Mais qui est né au Congo. Né au Congo, voilà. Où il a les problèmes. Voilà. Mais ils ne veulent pas qu'on puisse, ils veulent qu'on puisse atténuer la place de naturalité de son père. Mais ton père est né ici au village. Et mais comment on va te mettre né au village? On est en train de violer. La langue du village. Non, oui, à part ça, on est en train de violer la loi parce que c'est du mensonge. Oui. Tu n'es pas né là. Tu es né au Congo, comment moi, administrateur, je veux autoriser qu'on te met que tu es né à Kwimba, par exemple? Ce n'est pas parce qu'il y a des fois des rejets, parce que nous avons, certaines personnes disent, si vous présentez votre carte d'identité que nous appelons BI, et vous êtes par exemple dans les aéroports, vous demandez des visas dans les ambassades, il suffit qu'on voie la RDC, ça peut être les motifs. Non, mais le problème quoi? Le problème c'est tout justement les problèmes culturels. Nos frères sont nos frères, mais il y a des choses qui s'abusent. Je crois que nous aurons la deuxième série de cette émission. Dernier message, son excellence. Dernier message, pour en finir. Ok. Pour dire que, comme je suis en train de parler en français, c'est pour un message surtout pour la diaspora angolaise de la francophonie et nos frères du Congo qui demeurent en Angola. Moi, je disais ceci, notre pays, par exemple, la xénophobie officiellement n'existe pas. Pour avoir des problèmes de conscience d'une autre personne, partout au monde, l'autre peut dire mal des blancs, on peut dire mal des noirs, le racisme, la xénophobie, dire mal des Africains, ça c'est individuel, mais la Constitution, notre pouvoir ne donne pas ça. Mais les gens doivent faire l'effort que assumer, assumer ce qu'ils sont. Parce que la nationalité, c'est Dieu qui nous donne. Voilà. Donc c'est un cadeau qu'on ne peut pas rejeter, parce que
Ouais, on ne peut jamais... Un cadeau qu'on ne peut pas rejeter, malheureusement, le temps ne nous permet plus. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous rappelons que nous étions avec notre invité spécial, M. David Kidassadila, et nous rappelons qu'il est député national à l'Assemblée nationale angolaise, où nous avons parlé sur des réalités qui affondent le continent africain. Nous avons retenu le message très important que son Excellence a envoyé pour les autorités congolaises en ce qui concerne la libération de la RDC ne sera faite qu'avec des Congolais. En ce qui concerne les renforcements de la force armée et surtout la notion du patriotisme. C'était Alex Miguel Alegria da Costa, votre journaliste de Congo Web TV dans notre émission Couloir Obliger. Bye bye. Bom, obrigado mais uma vez. Eu queria deixar algumas palavras em português. Je voulais laisser certaines paroles en portugais. Estive aqui muito bem com uma imprensa congolesa. J'étais ici avec une entreprise congolaise. Para podermos abordar a realidade cultural e a vivência entre esses nossos dois povos. Pour parler des réalités culturelles et les modes de vie entre les deux peuples. Nós temos relações históricas de irmandade. Nous avons des relations historiques de humanité. Vai destruir. Personne ne peut détruire cela. Aliás, somos povo. Nous sommes un peuple. Somos africanos. On est africains. Somos irmãos. On est frères. E a prova é que, por exemplo, nós saímos na região das Lundas, não é? No leste de Angola. Et la preuve que nous partons à Lunda, à l'est de l'Angola. Nous avons le roi Mwachamvu. Rei Lunda, mas il meurt d'autre côté du Congo. Elle vit d'autre. Mais il vit à l'autre côté du Congo, même étant le roi de Lunda. E ele transita para o lado de Angola para tratar os problemas muitas vezes. Il vient en Angola pour traiter les problèmes. Estive no Luau, de Lolo Luau. Il a été à Dilolo Luau. Os dias passados, não é? Oui. Encontré o rio que sépare Dilolo et Angola. Il a vu le fleuve qui sépare. Donc, je souhaiterais que nous reparlions ça dans le Face B. Merci, Son Excellence. On est ensemble. Très gentil. Merci beaucoup, Son Excellence. Ok. Merci. Nous sommes ensemble. Merci. Ok, très gentil.